délimité le deuxième mouvement qui commence à partir de E, c'est sur, c'est jusqu'à double de l'autre. Ça, c'est la délimitation du deuxième mouvement. On a dédié un sous-titre au deuxième mouvement que la raison doit s'appuyer sur le cœur. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure que la raison, qui est vraiment cette faculté que nous disposons, qui nous permet de nous situer par rapport à la vérité, cette raison n'est pas à l'écart. Si nous avons fait un jugement de cœur, souvent on peut se tromper. Parce que le jugement de cœur est un jugement subjectif. Et ce jugement dépend du sujet pensant. C'est pourquoi j'avais parlé des différentes sortes de vérités. Maintenant, la vérité subjective, c'est une vérité qui dépend de l'assertion ou encore qui dépend de l'opinion, de la vision du sujet pensant. Donc chacun est maître de sa vérité, chacun est artisan de sa vérité. C'est comme si on fait porter 3 personnes des lunettes de couleurs différentes. Ça, c'est en guise d'exemple. Entre parenthèses, je mets cette explication-là, entre parenthèses. Ces 3 personnes qui portent les lunettes de couleurs différentes observent la neige de la même façon, mais en ayant des lunettes différentes aux yeux. Maintenant, celui qui observe la neige avec des lunettes rougeâtres, évidemment, la neige va lui paraître rouge, parce que c'est ce qu'il voit, c'est sa perception qui lui donne ces informations-là. Et celui qui porte des lunettes de couleur bleue peut vraisemblablement percevoir une couleur bleue de la neige. C'est sa façon de percevoir la neige. Et c'est ce qu'il voit. Et donc, il juge la réalité des faits. Et celui qui porte les lunettes de couleur jaune, donc la neige va lui paraître aussi un peu jaune. Mais ce qui est au centre de la vérité, c'est la couleur réelle de la neige. Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est jaune? Est-ce qu'elle est rouge? Non, en toute réalité, la neige est blanche. Mais chacun, portant des lunettes de couleurs différentes, observe autrement, perçoit autrement la couleur de la neige. Donc, en ce moment, on peut avoir 3 vérités différentes. Ça, c'est incontestable. 3 vérités différentes. Mais ce sont des vérités subjectives. Chaque sujet a livré la perception, c'est-à-dire ce qu'il perçoit devant lui. Donc, c'est pourquoi j'avais dit que la connaissance se fonde directement sur la sensation. Pour parler de la vérité du cœur ou encore de la vérité de la raison, il faut parler de la sensation d'abord. C'est cette sensation-là qui va nous donner une idée de ce que nous voyons et une idée de ce que nous percevons. Et ensuite, le cœur va effectuer son jugement et la raison aussi va effectuer son jugement, qui est de départager ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc ici, on a dit dans le deuxième mouvement que la raison doit s'appuyer sur le cœur. Et on va revenir sur 2 cas de vérité, notamment la vérité de la foi et la vérité subjective, par exemple. Parce que la vérité de la foi, c'est une vérité qui est fondée sur la véracité des recommandations, c'est-à-dire sur des vérités qui sont fondées sur la révélation. Par exemple, si nous prenons la religion, notamment la religion musulmane, il y a des recommandations, il y a des révélations qui ont été faites par Dieu à travers les envoyés qui sont privilégiés d'abord. Parce que privilégiés, ce sont les prophètes qui ont eu ce privilège-là de faire la promotion de la religion, que ce soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme. Quand même, il y a eu des prophètes qui ont véhiculé le message, qui ont propagé le message de Dieu. Et ces prophètes sont l'intermédiaire entre la révélation et les autres personnes. Maintenant, que dit cette révélation-là? Ces révélations émanent directement de Dieu. Donc, si nous restons dans le contexte de la religion musulmane,
Alors, ce que Dieu dit à travers les textes sacrés est déjà une révélation. Ces textes sacrés sont incontestables. Ces textes sont... ils ne sont pas soumis aux contradictions. Ces textes ne sont pas également à modifier ni à ajuster. C'est des vérités qui restent figées, ça ne bouge pas. On ne modifie pas, on ne transforme pas. On le conçoit tel que ça a été révélé. Donc, il n'y a pas de commentaires à faire à ce niveau. Il n'y a pas de dialectique à faire à ces niveaux-là. Donc, on s'appuie sur la croyance ferme de cette vérité de la foi, parce que ça vient de Dieu. Maintenant, d'autres formes de vérité, comme la vérité subjective, elle peut être une vérité établie par l'expérience d'un sujet. Parce que le sujet, c'est lui qui réalise son expérience, c'est lui qui sait ce qu'il pense. C'est lui qui est le véritable auteur de son opinion. Donc, à cela, on peut dire qu'il y a une différence entre la vérité de la foi et les autres formes de vérité. Et donc, si nous rapprochons aussi la vérité scientifique à la vérité de la foi, nous verrons qu'il y a un grand marge de différence. Parce que la vérité scientifique, c'est une vérité qui se repose sur l'expérience, qui se repose sur les résultats acquis. Parce qu'en science, on a besoin de démontrer, on a besoin de prouver l'exactitude de nos hypothèses ou encore de nos expériences. Donc la science quand même vise un objectif. Et l'objectif est déjà ce qui est apparent, ce qui est juste, ce qui est vrai. Parce que la science évolue par ratification. Donc, si ça ne marche pas, d'expérience en expérience, on perfectionne l'hypothèse ou encore on perfectionne le domaine pour que nous puissions avoir des résultats concluants que nous voulons tous. Donc, la vérité de la science, on peut dire qu'elle est expérimentale. La vérité de la science, elle est justifiée par des preuves incontestables. Par exemple, quand on dit que le bout à 100 degrés, ça c'est la théorie. Maintenant, pour avérer cette théorie-là, il faudrait procéder à l'expérience. Donc l'expérimentation, vu que nous posions d'abord un récipient contenant de l'eau sur une source de chaleur, voir si réellement l'eau va bouillir à 100 degrés. Et si elle commence à bouillir à 100 degrés, cela voudrait dire que cette théorie qui a été préétablie avant l'expérience est bien juste. Parce qu'on a procédé à l'expérience pour prouver ce qui a été dit théoriquement. Donc, théorie et pratique nous a conduit à un résultat concluant. Et c'est ça la vérité de la science. Et cette vérité, quelque part, se trouve incontestable. Jusqu'à nouvel ordre. Parce que souvent, il y a des vérités aussi qui sont dépassées par la science. Et en tant qu'il y a évolution, en tant qu'il y a transformation, en tant qu'il y a mutation, ce qui est sûr, la vérité scientifique aussi peut transiter d'une époque à une autre. Ça, c'est bien valable. Donc, après l'étude détaillée du développement, nous avons la deuxième phase du développement, qui est l'intérêt philosophique. Et l'intérêt philosophique, notamment, est constitué de deux phases critiques, notamment la critique interne et la critique externe. Que dit la critique interne? Donc, dans la critique interne, nous allons rester dans le contexte du sujet même, c'est-à-dire le texte qui est soumis à notre commentaire. Nous allons opérer notre critique à l'intérieur du texte en montrant que la vérité n'est pas que l'apanage de la raison, comme l'entend Blaise Pascal. La vérité n'est pas l'apanage de la raison. Il n'y a pas que la vérité rationnelle seulement. Il y a d'autres formes de vérité que j'ai citées. Elle peut être objective, elle peut être subjective, elle peut être scientifique et elle peut être aussi religieuse, la vérité de la foi. Donc il y a plusieurs types de vérités que nous devons examiner pour apporter notre solution à la problématique qui est posée au sujet de la vérité en philosophie. Donc c'est un thème très vaste, un thème très complexe.
Si nous devons élaborer la vérité, comme le dit le texte, on est obligé de parler de l'espace et le temps. Parce que sans l'espace et le temps, on ne saurait établir ce qui est vrai. Pour juger un objet, en l'occurrence, j'avais parlé de la vérité subjective. Et cette vérité subjective dépend du sujet qui pense, ce qu'il observe. Maintenant, la base de toute vérité, je dirais que c'est d'abord une appréciation, une vision ou une opinion. Si nous parlons de vérité, il y a d'abord notre point de vue, il y a d'abord notre vision ou encore ce que nous voyons ou ce qui semble être vrai pour nous. Quand même, il faut avoir une idée a priori. On ne peut pas fonder la vérité sans idée. Si nous voulons prononcer la vérité, c'est parce que nous avons idée de ce que nous avons comme vrai. La table que j'ai vue ou encore la table que j'aperçois devant moi, c'est moi qui juge cette table-là. C'est moi qui juge l'objet qui est dans ma perception. Alors, à ce niveau, je dirais que je suis le responsable de ce qui va être ma vérité. Ce que je sens. Quelqu'un d'autre pourra observer la table autrement. Et on aura deux versions de la vérité. Et en ce moment, on parlera de vérité subjective. Donc ici, il n'y a pas que la vérité de la raison, comme je le disais. La vérité, elle est très vaste. La vérité est très large. Le concept de la vérité est très large. Donc, dans la critique interne, nous allons montrer qu'il n'y a pas que la vérité de la raison seulement. Donc, le style emprunté par l'auteur, c'est-à-dire la démarche méthodologique de l'auteur au sujet du processus de la vérité dans ce texte, ne repose pas seulement sur la raison. Parce qu'on a d'autres formes d'acquérir la vérité, comme je l'ai souligné notamment dans la première partie du commentaire qui est dans l'introduction. Donc, il y a plusieurs types de vérité. Donc, la critique externe, on va dire que le cours est le véritable instrument d'accès, le cœur est le véritable instrument d'accès à la vérité. Donc, à noter que dans la critique externe, nous pouvons évaluer notamment la pensée ou encore la vision de certains auteurs qui ne sont pas d'avis avec Blaise Pascal. Évidemment, on peut parler de Saint Thomas d'Aquin, on peut évoquer également René Descartes, dans son rationalisme bien entendu, et il parle de la méthode. Pour accéder à la vérité, il faut procéder par méthode, parce que le manque de méthode peut affaiblir l'esprit dans sa quête de la vérité. Ça ne sert à rien de chercher la vérité si on ne procède pas par méthode. Et il entend par méthode les règles que lui-même il a préconisées, parce qu'il n'a pas imposé sa méthode, il a juste fait le dessin de la quête de la vérité, comment lui il est parvenu à accéder à la vérité. C'est sa méthode à lui, mais il ne l'a pas imposée. Donc il pense que pour chercher la vérité dans les sciences, il faudrait procéder par méthode. Et cette méthode qui préconise 4 règles essentielles, c'est-à-dire la règle de l'évidence, la règle d'analyse, la règle de synthèse et la règle de dénombrement. Donc il explique le contenu de chaque règle. Et chaque règle aussi joue un rôle très important dans la quête de la vérité. Nous allons détailler ça dans la critique externe.